Le titre de la conférence ce soir va être « Une idéologie sociale a-t-elle remplacé la religion à l'école? Qu'en est-il de la liberté de pensée des élèves? » Ça va être donné par Mme Athéna Davis. Je vais présenter la conférencière, Mme Athéna Davis. Elle a plusieurs diplômes. Elle a un bac en arts, relations industrielles, une maîtrise en relations industrielles de l'Université de Toronto, un certificat en ressources humaines de l'UQAM, un diplôme en prévention et règlement des différends de l'Université de Sherbrooke, un certificat en médiation environnementale de l'Université de Sherbrooke et DEC en ébénisterie. Elle a été pendant 34 ans conseillère syndicale à la CSN, à la négociation, puis à la formation syndicale. Elle a été aussi secrétaire puis présidente de l'organisme Au bas de l'échelle, qui défend les droits des non-syndiqués, membre du CA de cette organisation aussi pendant 10 ans. Elle est militante pour la paix, pour l'environnement, pour le syndicalisme et les droits des non-syndiqués, et pour les droits des enfants et des filles et femmes depuis un peu moins longtemps, mais c'est plus récent. Fait qu'on voit ici que c'est une femme de gauche. Elle est membre de PDF Québec, du réseau féministe québécois, de Women's Declaration International. Elle se considère comme une féministe laïque universaliste. Elle se définit, comme je l'ai dit, comme une femme de gauche. Mais pas n'importe quelle gauche, pas la post-gauche. C'est une gauche qui est basée sur la réalité, qui défend les minorités sans pour autant entrer dans la tyrannie de la minorité, qui ne réclame pas d'accommodement ou de privilèges basés sur le ressenti. Elle est inquiète des orientations de la post-gauche qui semble avoir abandonné la lutte de classe pour rentrer dans la lutte des identités. Depuis 3 ans, elle est coordonnatrice du réseau Éducation, Sexe et Identité, le RÉSI, qui va nous en parler aussi au début de sa conférence. Je laisse la parole à Mme Athéna Davis, qui va nous parler de l'idéologie sociale dans les écoles et de la liberté de pensée des élèves. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter l'analyse du réseau éducation, sexe, identité que nous avons formé il y a 3 ans. En général, on nous entend plus parler de la santé, des transitions médicales des jeunes et moins de l'éducation, mais on est très inquiète pour ce qui se passe dans l'éducation. Donc, on va vous en parler. Alors, très rapidement, je vais vous parler du RÉSI. On est un groupe de parents et de citoyens, je dirais de parents, il y a des grands-parents probablement. On est préoccupé de la diffusion de théories sociales militantes dans le système de santé et d'éducation au Québec. Et on est actif donc depuis février 2023. Alors, nous sommes totalement bénévoles, nous n'avons aucune subvention. Il y a plusieurs professionnels de la santé et de l'éducation parmi nous. Il y a une personne à la coordination, c'est moi-même. Et malheureusement, les autres personnes sont anonymes parce que dans le climat actuel, elles risquent de perdre leur emploi ou leur qualité de vie, ou se faire estimer par leurs collègues. Et si elles sont parents, ben le nom de leurs enfants pourrait être divulgué. Donc ça, c'est pas du tout souhaitable. Les valeurs du RÉSI, il y en a 2, dire vrai et agir sans nuire. Nos missions, c'est de questionner les responsables, d'informer le public et de soutenir les parents. Alors, très clairement, nous inscrivons contre la médicalisation des jeunes. Et les jeunes, c'est pas tout à fait les mineurs. On va de 0 à 25 ans parce qu'on considère que le cortex préfrontal n'est pas tout à fait développé. Et comme la médicalisation de genre, elle stérilise les jeunes, elle les rend anorgasmiques, c'est tout de même ce sont des décisions qu'on peut prendre à 40 ans, il n'y a pas de problème, mais pas de 0 à 25 ans. Je vous ai mis quelques-unes de nos actions, nous avons déposé des mémoires au comité de sages pour Pelchat-Rousseau. Nous avons participé aux travaux d'un comité de l'ordre des psychologues. Nous avons analysé et critiqué les rapports du comité de sages. Ça se trouve sur la page Facebook. Nous avons analysé et critiqué d'autres études, d'autres avis, le GRI, celui du GRI, celui de Francis Dupuy-Derry, par exemple. Nous envoyons des lettres au ministre. Nous participons au congrès de GenSpec et aux travaux de GenSpec Canada. Alors, je vous invite à aller voir notre page Facebook parce qu'on y diffuse des informations qui ne se trouvent malheureusement pas ailleurs dans l'écosystème médiatique québécois. Voilà.
Alors, des choses que je fais un petit détour sur la santé pour illustrer des choses le type d'illustration, enfin le type d'information qu'on donne. Par exemple, la grande question des parents qui nous contactent, qu'est-ce que je fais? Mon enfant se dit trans. Le Collège des médecins du Québec va dire il faut suivre les directives de la WPATH, la World Professional Association for Transgender Health, qui s'appelait il y a quelques années la Harry Benjamin Association. C'est pas du tout une association de professionnels, malgré son titre très ronflant, c'est une association militante. Donc, le Collège des médecins, pour je ne sais quelle raison, dit on suit les directives de cette association comme si c'était une association savante, on affirme la transidentité, on fait une transition sociale, protocole de transition médicale. Quant à nous, ils ne font pas de diagnostic différentiel, donc ils ont pris une position politique et non médicale. D'autres vont dire, alors je vous ai mis le rapport Cass, Hilary Cass est une pédiatre émérite en Angleterre. D'autres vont dire attention à la transition, on parle évidemment de transition sexuelle, sociale d'un enfant, parce que ça peut être assimilé à un acte médical. Et puis en plus, on n'a aucune preuve de l'efficacité de l'approche médicale transaffirmative. Donc, nous allons publier notre analyse et nos opinions. Vous vous rappelez, nos valeurs, c'est dire vrai et agir sans nuire. Donc, d'abord, on va dire, il ne faut pas mentir aux enfants. Si votre enfant de 5 ans, 8 ans, 12 ans vous dit qu'il est de l'autre sexe, il faut absolument commencer par lui dire la réalité. On ne peut pas choisir son sexe ou changer de sexe. Il faudrait, en revanche, si l'enfant est en détresse, appliquer les principes de la médecine pédiatrique, faire un diagnostic différentiel. Je précise que je vais citer un psychiatre américain dont malheureusement je ne me souviens pas du nom, qui dit que tous les diagnostics faits pour des enfants et des adolescents doivent être faits au crayon de plomb. Vous n'allez pas faire un diagnostic de schizophrénie à un gamin de 15 ans. Vous avez dit, ah, peut-être qu'il y a des tendances. Vous n'allez pas dire que quelqu'un de 14 ans est bipolaire. Il y a des choses qui se passent dans la vie de cet enfant, mais les diagnostics ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils ont la même stabilité que pour les adultes. Donc, nous allons dire, il faut trouver le problème, il faut faire un plan de traitement, il faut soigner la détresse psychologique de l'enfant par une réponse psychologique et pas par une réponse chirurgicale. Ça nous semble totalement absurde. D'autant plus qu'un enfant ne peut pas consentir à certaines procédures. Donc, vous voyez qu'on s'inscrit totalement en faux avec le Collège des médecins, qu'on espère un jour, qu'il va revenir à la raison, comme d'autres associations de médecins qu'on voit dans le monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, je reviens à l'éducation. Vous verrez par exemple que comme l'éducation suit les principes qui ont été développés en médecine, ce sont tout de même des dossiers reliés. Donc, en avant-propos, juste vous dire, bon, ceci n'est pas une thèse, hein, c'est notre analyse. Nous avons analysé le nouveau cours de CCQ, nous avons analysé des documents, des vidéos, des documents publiés par le ministère de l'Éducation du Québec. Nous avons reçu des témoignages de parents, d'enfants, d'enseignants, mais je n'ai pas d'analyse quantitative à vous donner ce soir. Nous présumons aussi que les équipes écoles et le MEC ont l'intérêt des enfants à cœur, même si en bout de ligne, on pense que ça ne fait pas de bien. Nous sommes persuadés qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont même l'impression de protéger des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Nous sommes également conscients que l'école n'est pas détachée de son époque. Forcément, l'école va véhiculer des valeurs. Par exemple, l'égalité homme-femme, ce qui n'aurait pas été le cas peut-être dans l'école il y a 100 ans. C'est normal, nous n'avons aucun problème avec ça. Et nous sommes pour une école laïque. Nous aussi, nous avons nos valeurs. Autrement dit, nous sommes pour une école laïque, exempte de tout prosélytisme religieux. Et nous ajoutons, vous allez voir, on va en parler, prosélytisme politique et prosélytisme social. Donc, vous pouvez aller voir notre site web. On a un onglet sur l'éducation. Vous pouvez regarder ça. On parle de liberté de pensée. J'ai mentionné la liberté de pensée dans le titre de ma conférence. Commençons par la liberté de conscience, parce qu'on parle beaucoup plus de la liberté de conscience que de la liberté de penser. Et au Québec et ailleurs, la liberté de conscience est opposée
surtout et peut-être parfois seulement à l'endoctrinement religieux, forcément pour des raisons historiques. Et donc, la lutte pour la laïcité à l'école, elle est concentrée sur la lutte contre les groupes religieux, l'endoctrinement religieux, le prosélytisme religieux. Pour nous, cette vision de la laïcité, elle est un peu proche de l'anglais, du secularism, qui est le séculier, qui est vraiment, le séculier fait référence au non-religieux. Mais pour nous, la laïcité devrait être comprise dans un concept beaucoup plus large, qui englobe la lutte contre le prosélytisme politique et social, en plus du religieux. Je vous ai mis une citation de Jean Castex, dont malheureusement, je n'ai pu trouver la référence, mais il est peut-être dans le mémoire que vous allez recevoir, parce que j'ai demandé à Michel de vous faire parvenir le mémoire au complet que le Rési a fait parvenir au comité Pelchat-Rousseau. Et donc, vous aurez notre position sur la laïcité avec cette citation et également le chapitre sur l'éducation qui est dans le comité des sages et aussi, je pense, il y a une lettre ou deux que nous avions adressée à l'époque à M. Drainville avec des preuves de problèmes de cours CCQ. Donc, vous allez avoir ce document-là en main. Donc, pour nous, nous allons plutôt utiliser le terme liberté de penser pour être bien clair qu'on ne parle seulement, on parle pas seulement de la conscience liée à la religion, mais de la pensée. Donc, c'est une notion plus récente. En fait, ça sécularise la notion de liberté de conscience. Et évidemment, la liberté de penser, elle doit être protégée quant à nous et la liberté de penser signifie obligatoirement la liberté d'expression. Vous allez voir que dans les témoignages, on a des enfants qui nous disent je peux pas dire ce que je peux à l'école, c'est pas possible. L'école, évidemment, vous ne serez pas surpris, l'école est un milieu unique. Quant à nous, tous les adultes sont en position d'autorité et tous les enfants sont en position d'apprentissage. Par définition, les enfants sont ignorants parce qu'ils sont pas bêtes, ils sont non éduqués sur les faits, sur ce que c'est que la méthode scientifique, par exemple. Et donc, ils sont influençables, ils sont manipulables, ils sont malléables. Tout le monde le sait d'ailleurs. Toutes les sectes sur la planète essayent d'influencer les enfants. Enfin, je dis les sectes, mais ça peut être les sectes, mais ça peut être les entreprises capitalistes et essayent également de vendre des produits à des enfants. Si on arrive à attraper un enfant jeune, plus on arrive à l'attraper jeune, plus il va consommer l'idée ou le produit qu'on essaie de lui vendre. Donc, on va poser des questions. Et les questions qu'on pose, par exemple, aux décideurs politiques et dans l'éducation, c'est est-ce que c'est correct qu'un enfant sache exactement quelles sont les opinions religieuses, politiques ou sociales des adultes? Pensez-y, si on ne veut pas qu'une enseignante ou un enseignant porte un vêtement religieux, est-ce qu'on veut qu'un enseignant fasse savoir qu'il vote pour le Parti conservateur, la CAQ, Québec solidaire, le PQ? Hein? Autre question, donc une personne de l'équipe école a-t-elle le droit de porter un T-shirt, une épinglette, une casquette en appui à un mouvement, que ce soit MAGA ou Québec solidaire, à l'effigie d'Elon Musk ou de Che Guevara? Vous comprendrez bien que la réponse est non. Hein? Une autre question, les enseignants peuvent-ils afficher des drapeaux ou des signes de cause sociale, politique, religieuse dans leur classe? Un crucifix, on sait que non, mais un drapeau palestinien ou israélien ou des drapeaux reliés au monde queer, ça nous semble être non aussi. Et la quatrième question, les interventions de tiers dans ce milieu protégé qu'est l'école doivent-elles être soumises aux mêmes règles de neutralité ou est-ce qu'elles doivent être contextualisées, ciblées selon l'âge, etc. Donc, vous comprendrez qu'au Rési, on répond non, non, non aux trois premières questions et oui à la quatrième. Donc, notre thèse, c'est que malheureusement, des théories postmodernes, telles que la théorie de l'identité de genre, les théories queer, sont actuellement enseignées à l'école au Québec. Il y a des tiers intervenants qui soutiennent ces théories. Il y a des politiques scolaires qui ont été modifiées en appui à ces théories. Nous pensons aussi qu'il est interdit de critiquer le tenant de ces théories sous peine d'accusation en phobe. Vous comprendrez de laquelle je parle.
Et la liberté de pensée, donc, et d'expression est restreinte ou inexistante pour ce sujet. Alors, on se pose, enfin, quand on pose la question, une idéologie sociale a-t-elle remplacé la religion à l'école? On pense évidemment que oui, c'est notre thèse. Maintenant, on va plus loin dans notre réflexion. Est-ce que c'est une de ces religions séculières dont a parlé Raymond Aron dès 1944? Ou je vais vous expliquer ce que c'est qu'une idée ou une croyance surévaluée alors qui a été décrite le premier par le neuropsychiatre Karl Wernicke, figurez-vous, en 1892. Donc, on va en parler tantôt. Donc, dans la première partie de ma conférence, j'expliquerai les bases des théories dont il est question. Et je suis désolée si vous savez déjà tout ça, si vous connaissez déjà tout ça, le postmodernisme, les théories queer, etc. Et en une deuxième partie, je vais vous présenter des preuves donc, de l'entrisme de ces théories dans le milieu scolaire québécois. Alors, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une religion séculière? Parce que c'est sûr que c'est complètement contradictoire. La religion séculière, c'est deux termes qui ne vont pas du tout ensemble. Donc, vous avez des citations de Raymond Aron qui parle des doctrines. Évidemment, en 1944, on avait le nazisme, on avait le fascisme, on avait ce genre de doctrine-là. Et il pensait qu'elle méritait ce terme-là parce qu'il n'y avait pas de Dieu, mais ces doctrines fixent un but quasiment sacré par rapport auquel se définissent le bien et le mal. Ça implique le fait que des supporters mettent toutes les ressources de leur esprit, toutes les ardeurs du fanatisme au service d'une cause. Et ces doctrines se traduisent par une forme en fait, elles ont un objectif qui est la formation d'un nouvel ordre social à créer et se présente carrément comme pour le salut de l'humanité. Alors, c'est gros, évidemment. On va voir si ça s'applique ici. Alors, revenons sur les théories. Donc, la pensée postmoderne, je ne vous ferai pas un cours sur Derrida et Foucault. Il y en a, d'abord, j'en connais pas tant que ça. J'avoue que j'ai pas du tout envie de me plonger complètement là-dedans. Et certains d'entre vous en connaissent probablement plus que moi. Donc, j'ai juste repris trois éléments. D'abord, la vérité n'existe pas. Donc, on postule l'impossibilité d'une vérité objective. Et on remet en question, ce qui est un peu plus problématique, ce qui est tout aussi problématique, en fait, on remet en question la validité de ce qu'on appelle les données probantes. Deuxièmement, toutes les structures de pouvoir entre oppresseurs et opprimés. Et troisième postulat, le langage ne décrit pas le monde, le langage construit le monde. Donc, on va voir effectivement qu'il y a tout un nouveau vocabulaire de la théorie du genre qui va être bâti là-dessus. Et les théories queer vont s'inspirer du postmodernisme. C'est pour ça qu'on fait le lien. 1, postmodernisme, 2, théorie queer, 3, théorie de l'identité de genre. Vous avez un petit exemple ici, il y a une jeune femme qui s'appelle Anne-Marie Dubois qui a déposé une thèse en 2014 à l'UQAM et qui explique très bien les liens entre pensée postmoderne et théorie queer. Donc, en fait, les théories féministes et queer actuelles dont elle parle, voilà, elle dit qu'elle va s'attarder à en circonscrire les prémices enracinées dans le contexte postmoderne. Elle va parler de Foucault, Judith Butler, etc. Juste une petite diapo pour vous faire sourire. Quand on parle de langage qui crée le monde, évidemment, j'ai mis quelques genres, mais il y en a des milliers. Enfin, pour certaines personnes, il y a des centaines. Pour d'autres, il y en a des milliers. Donc, il y a toutes sortes de choses. Moi, mon préféré, je l'avais déjà dit à une autre conférence, c'est le fuck gender. Et l'explication est absolument savoureuse parce que le fuck gender, il est aussi connu comme le mess gender, qu'on pourrait peut-être traduire comme le genre pagaille, si on voulait. Et c'est un genre qui est un genre qui correspond au chat de Schrödinger. Donc, il existe et il n'existe pas. Il est tous les genres en même temps et aucun genre. Et aucun genre. Il est fluide, mais il est statique. Il est partout, mais il est dans un seul endroit. C'est extraordinaire comme... moi, je trouve que c'est une belle créativité et
Voilà, c'est super intéressant. Le problème, c'est quand on considère que ça correspond à une réalité. Juste pour vous dire un petit... alors, on a eu un témoignage d'une jeune de secondaire 4 qui a demandé, enfin, dans sa classe, il y a quelqu'un, pas elle, mais quelqu'un qui a demandé à la dame du gris, mais il y en a combien de gens finalement? Et on lui a répondu, ben, il y en a autant que de personnes sur la planète. Voilà, c'est ça la réalité. À ce compte-là, on va parler de personnalité, je pense. Donc, les théories queer Judith Butler en est la grande papesse. Butler, elle est très connue pour avoir dit que le sexe, c'est pas une réalité, c'est pas quelque chose de concret, de réel, c'est juste performatif, c'est juste social. Et reprend donc le monde est dominé par un système de pouvoir patriarcal. Voilà, on place la famille nucléaire hétérosexuelle au centre parce que si elle est nucléaire et trans, tout va bien. Mais la famille nucléaire hétérosexuelle, elle doit être parmi les oppresseurs, là, elle est au centre de ce système-là. Judith Butler et d'autres ne sont pas juste des personnes, des profs d'université, ils se présentent comme des militants de ce qu'on appelle la queerisation de la société. Il n'y a vraiment pas de traduction en français pour ça. Donc, c'est un processus par lequel on détruirait les normes patriarcales, hétéronormatives, cisnormatives, dont la famille, pour bâtir une société nouvelle qui accepte et célèbre avant tout la diversité sexuelle, mais avec une petite note, cette diversité n'inclut pas l'hétérosexualité. Ce qui est dommage, parce que moi, je n'ai pas de problème à célébrer la diversité sexuelle, mais toute la diversité sexuelle, y compris celle qui forme la majorité, enfin, qui est la majorité sur la planète. Mais bon. Donc, on a vu au Québec cet exemple extraordinaire de Gabrielle Bouchard, qui est une femme trans et présidente de la Fédération des femmes du Québec en 2020. Elle avait écrit sur Twitter, « Les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande partie sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et leur abolition. » Moi, je pense qu'on va régler le problème de la planète en même temps. Il n'y aura plus personne puisqu'on va interdire les relations hétérosexuelles. Donc, on va laisser la planète survivre sans nous. Bon, on a vu postmodernisme, Judith Butler. Maintenant, Gayle Rubin, la célébration de la sexualité dissidente. Gayle Rubin est une anthropologue lesbienne américaine, je pense, qui a écrit, qui a décrit ce qu'elle appelle the Charmed Circle. Je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est difficile d'avoir une belle reproduction de ce cercle. Mais en fait, donc, la thèse de Gayle Rubin, c'est il faut casser les cadres de la sexualité acceptable et il faut célébrer la sexualité dissidente. Donc, au centre du cercle, vous avez la sexualité acceptable. C'est une sexualité de type vanille, il y a seulement les corps, il n'y a pas de pornographie, c'est à l'intérieur, c'est parmi les couples mariés, c'est monogame, ça a comme but la procréation, etc., etc. C'est aussi dans la même génération. Ça demande des explications parce que à l'extérieur de ce cercle, il y a la sexualité dissidente et tout de même, Gayle Rubin est tout à fait pour le développement de la sexualité dissidente. Et donc, dans la sexualité dissidente, il y a la pornographie, la prostitution, on le fait à l'extérieur, le sadomasochisme et la sexualité cross-generational, donc entre les générations. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me pose des problèmes. Hein, et en fait, c'est toujours touchy. Puis chaque fois qu'on a posé des questions sur qu'est-ce que vous voulez dire par là, la réponse était du genre, écoute, si quelqu'un de 17 ans veut avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de 20 ans, qu'est-ce qui est si pire là-dedans? Mais jamais, évidemment, personne ne disait, 14 ans et 35 ans, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire, je dis jamais, les intellectuels français des années 70 l'ont dit en France, malheureusement. J'ai honte parfois j'ai honte de ce qui s'est passé dans mon pays, mais bon, je n'en suis pas responsable. Mais oui, ça s'est dit.
Alors, il y a un problème là-dedans. Bon, il y a des Québécois qui participent à cette croisade de célébration de la sexualité dissidente. Chacha Henriquez, qui est sociologue queer, prof de cégep. Il y a Julie Deschenaux, qui est aussi une militante queer, qui a participé au développement du cours CCQ et à la rédaction de Bonjour Sam. Il y a Jean-François Fallu, qui est professeur à Sherbrooke, qui milite pour l'acceptation surtout de la prostitution. Prostitution est un travail comme tous les autres. Et puis, il va dire, bah, 17 ans, 18 ans, bah, c'est quoi la différence? Finalement, l'âge de consentement pour faire de la prostitution, on peut le baisser. Là, tu sais. Donc, ça, c'est présent dans l'écosystème québécois. Alors, on arrive à la théorie de l'identité de genre, que vous connaissez certainement tous. Donc, quatre éléments. Toute personne a une identité de genre. C'est une essence innée, mais aussi fluide, un ressenti interne qui permet à la personne de se placer sur l'épaule que vous voyez là entre Barbie et G.I. Joe. Donc, le stéréotypiquement extrêmement féminin ou extrêmement masculin. Deuxième élément, seule d'auto-identification permet de reconnaître évidemment l'identité ou l'essence de la personne. Troisième élément, l'essence représente la vérité de la personne. Au contraire, le sexe ne représente absolument pas la vérité de la personne. Quatrièmement, qui est le quatrième élément, découle des trois premiers. Donc, si c'est la vérité de la personne, ben, la société doit accepter l'essence véritable de la personne et lui donner tous les droits liés au sexe qu'il aurait choisi. Donc, on a changé le langage, on change les formules d'adresse, etc. Et il y a une série d'accommodements qui doivent être mis en place. Évidemment, vous comprendrez qu'au RISI, on est totalement, mais totalement opposé à la théorie de l'identité de genre. On pense que c'est complètement absurde. Non seulement ça, elle est basée sur des stéréotypes sexuels. Vous voyez bien qu'entre Barbie et G.I. Joe. Donc, autrement dit, la personne qui porte la robe de Barbie, c'est une femme. La personne qui est musclée puis qui fait du, je sais pas moi, qui est solide ou qui manipule les armes, c'est un homme. Donc, c'est vraiment un stéréotype sexuel. Donc, c'est basé sur un système de croyance en une espèce d'âme sexuée et ça crée un nouveau type d'humain qui est la personne trans. On va parler de la personne trans. Donc, cette personne-là, ce nouveau type d'humain, parce qu'il y a des hommes et des femmes et des trans, c'est la personne qui a hérité d'un corps qui n'est en fait pas le sien. Un sexe lui a été attribué arbitrairement à la naissance, sur la foi d'organes génitaux, mais le corps n'est pas le sien. Il souffre, elle souffre de cette dissociation entre son corps et son esprit. Donc, voilà la nouvelle personne trans. Le terme trans, il faut le noter, c'est un terme maintenant qu'on appelle un terme parapluie. Ça inclut, vous avez remarqué forcément que plus personne ne parle de travesti ou de transsexuel. Ils sont tous regroupés dans sous le même terme. Donc, des travestis, des autogynéphiles, des transsexuels, des personnes non conformes aux normes de genre, des homosexuels, des lesbiennes qui modifient leur apparence pour entrer dans la norme hétérosexuelle, des personnes confuses, des personnes qui ont un trouble d'identité, et puis aussi, on va se le dire, toute personne qui trouve un avantage à se déclarer trans. On en a quelques exemples dans nos prisons, par exemple. Tout ça, ce sont des trans. Quelques informations supplémentaires. On a en fait, il y avait jusqu'en 2012 dans le DSM, pas le DMS, le DSM-4, il y avait l'expression trouble de l'identité. On peut avoir des troubles de l'identité. Ça a été enlevé, le trouble de l'identité sexuelle a été enlevé pour mettre la dysphorie de genre parce que justement, on a voulu empêcher, on a voulu dépathologiser les troubles de l'identité sexuelle. Pour dire que vouloir modifier son corps, c'est normal, c'est sain, même si on veut couper les organes, même si on veut changer son système hormonal, c'est tout à fait normal puisque ça correspond à ce nouveau type d'humain qui est né dans le mauvais corps. On a voulu faire une équivalence avec les gays qui pourtant ne réclamaient aucun accommodement, surtout aucune médicalisation, qui se battaient contre la médicalisation en fait, et aucun privilège. Et je vous ai parlé de l'autogynéphilie. Alors, l'autogynéphilie, c'est un fétichisme ou une paraphilie sexuelle. C'est l'amour et le désir de soi en tant que femme qui forment une partie des trans. Et cette réalité-là, évidemment, elle est tout le temps niée.
Donc, dans l'activisme queer, le trans est sacralisé. Hein, on revient un peu au terme religieux. C'est la personne la plus opprimée dans le monde. Vous avez sans doute entendu des gens dire c'est la minorité la plus opprimée dans le monde. Elle doit donc obtenir tout ce qu'elle réclame, tous les accommodements sociétaux, les procédures médicales demandées, même si en fait, il ne s'agit pas d'un problème médical, mais elle a droit à tout ce qu'elle veut du côté médical. Bon, alors maintenant qu'on a dit tout ça, le transsexualisme, c'était toujours les adultes. Pour entrer dans le système scolaire, on n'avait pas d'enfants travestis, on n'avait pas d'enfants transsexuels, il n'y avait pas d'enfants AGP. Donc, pour entrer dans le système scolaire, il faut passer de l'adulte à l'enfant. Comment faire? Il y a deux stratégies. Une stratégie médicale, il fallait prouver que l'enfant trans existe et déterminer d'ailleurs un traitement médical, qui est la transition, et une stratégie légale pour axer les choses sur un nouveau droit, c'est-à-dire les droits de l'enfant trans. Donc, je vais passer par les deux stratégies. Comment on a fait? Pour la stratégie médicale, il s'est passé quelque chose qu'on a appelé l'expérience hollandaise. Il y a à peu près 70 enfants qui ont été soumis à une expérience dans les années 90. La genèse de tout ça, c'est une psychiatre qui s'occupe de patients adultes transsexuels qui lui disent « Je suis tellement malheureux, j'arrive pas à passer comme une vraie femme. Si j'étais pas passée par la puberté, je serais pas 6 pieds 2, puis je passerais mieux. » Et elle rencontre un collègue endocrinologue qui, lui, on est dans les manipulations hormonales, etc., etc. Et ils se disent, coudonc, on va tenter une expérience. Si on pouvait prendre des jeunes puis bloquer leur puberté, peut-être qu'on va pouvoir avoir des adultes qui seront mieux. Donc, pendant 6 ans, ils vont transitionner des enfants. Donc, ils vont partir de 70 enfants, mais en réalité, il y a un taux de désistance, puis ils vont être 52 finalement. Leurs hypothèses, il y en a 3. D'abord, le blocage de leur puberté leur donnera le temps de réfléchir pour qu'ils soient mieux dans leur peau. Deuxième hypothèse, une intervention précoce donnera de meilleurs résultats de santé mentale pour les adultes. Les adultes transsexuels seront plus contents. Et la troisième hypothèse, c'est que le blocage de la puberté va rendre les chirurgies plus sécuritaires ou moins nécessaires. Eh bien, en réalité, les 3 hypothèses se sont avérées fausses, mais ça a été caché au public. Pour la première hypothèse, on a 90%, puis maintenant on parle de 95% des enfants dont on bloque la puberté qui continue la médicalisation. Donc, le blocage de puberté, c'est la première étape d'un processus médical. Ça ne donne pas du tout aux enfants le temps de réfléchir. Vous imaginez bien la logique. Si vous avez un petit garçon de 12 ans à qui on bloque la puberté et qui, à 16 ans, une fois qu'on lui a bloqué, va se retrouver avec un pénis de la taille d'un garçon de 12 ans, quel choix a-t-il que de continuer? Parce que là, ses organes génitaux ne se sont pas développés. La deuxième hypothèse, il n'y a aucune preuve d'une meilleure santé mentale pour les adultes quand on bloque leur puberté et quand on fait ça. Le suivi n'avait pas été fait et maintenant, on a des preuves que c'est le contraire. Et pour ce qui est de la troisième hypothèse, c'était le fait de bloquer la puberté d'un garçon dans le groupe expérimental qui va littéralement mener à son décès sur la table d'opération parce que son pénis est trop court, on ne peut pas l'inverser pour faire un vagin, on va utiliser, excusez-moi les détails graphiques, on va utiliser des tissus intestinaux, il va mourir d'une infection. Donc, bloquer la puberté rend les chirurgies beaucoup plus dangereuses. Et en fait, quand on bloque la puberté, on continue beaucoup plus vers la chirurgie. Alors, c'est totalement faux. Mais comme je vous disais, les chercheurs vont clamer un succès remarquable pour les enfants en disant que tout le monde est heureux. Et ils cachent toute l'information sur le taux de désistement, les problèmes de santé, le décès dans la section sur la méthodologie de leur expérience. C'est absolument extraordinaire. Le protocole hollandais, en plus, donc on a appelé ça, c'est passé de l'expérience au protocole hollandais, il n'a jamais pu être répliqué. On a essayé 2 fois de le répliquer, il n'a pas pu être répliqué. Et sa méthodologie est maintenant
fortement remise en question, comme je vous le disais, et de nombreux pays ont arrêté de l'appliquer. Or, la WPATH, et je vous rappelle que le Collège des médecins prône la WPATH prône le protocole hollandais plus dans cette directive. Pourquoi plus? Parce que en Hollande, il y avait des conditions de l'expérience hollandaise. Il fallait que les enfants aient été dysphoriques, aient été non conformes aux jambes depuis la toute petite enfance. Il fallait que les enfants aient aucune comorbidité. Il fallait qu'ils aient un appui familial. Il fallait qu'ils aient une psychothérapie obligatoire. Tout ça, ça n'existe plus actuellement. On peut avoir un enfant qui se déclare trans à l'âge de 14 ans, 12 ans, dont on va bloquer la puberté, avec ou sans appui familial. Il y a un certain nombre d'enfants au Québec qui sont transitionnés en ce moment alors qu'ils sont suivis par la DPJ. Donc, ils sont hors de leur milieu familial, ils n'ont aucun appui. Il n'y a plus du tout de psychothérapie obligatoire, etc. En plus, il n'y a plus aucune restriction d'âge dans les directives de la WPATH, et ceci à la demande d'une femme trans qui était sous-ministre à la Santé de l'administration Biden. La petite histoire, c'est que les SOC 8 ont été publiés avec des limites d'âge qui étaient ridiculement basses, là, mais tout de même des limites d'âge. Et au bout de 24 ou 48 heures, elles ont été arrêtées, retirées, on a enlevé les limites d'âge et on les a republiées. Et c'est pour ça qu'on a appris que c'était une commande politique de l'administration Biden. Donc, au Québec, on suit les directives de la WPATH, pas juste le Collège des médecins, mais aussi le ministère de la Santé. On a des lettres pour le prouver. Et on ne présente aucune raison pour ce faire. Chaque fois que le RÉSI pose une question au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, à quelqu'un dans les institutions, on nous répond « Nous suivons les directives de la WPATH » et c'est tout. On n'a pas d'explication. J'imagine que simplement, ils pensent qu'il s'agit de directives basées sur la science, puis qu'on accepte la prémisse que, voilà, il y a des enfants trans et c'est comme ça qu'on doit agir avec eux. Or, la réalité, et là, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, tout le monde s'entend là-dessus, autant les transactivistes que les critiques. Il n'y a aucun moyen de prédire la trajectoire d'un enfant. Un enfant de 4 ans, 8 ans, 10, 12, 14, 16, on ne sait pas ce qui va être adulte. Il n'y a aucun test diagnostique, aucun test génétique, aucun facteur qui permet d'identifier un enfant qui aurait une idéation temporaire d'un enfant qui va persister dans un trouble de l'identité toute sa vie. On ne peut pas. Personne, les directions des cliniques de genre vont le dire également. Annie Pullen sans façon me l'a dit directement. Elle ne peut pas le prédire. Si un enfant de 12 ans lui dit qu'il est trans, elle va l'affirmer, mais elle ne peut pas prédire que cet enfant va rester trans à l'âge adulte. Et c'est là où c'est absurde parce que j'ai demandé à Mme Pullen sans façon, mais pourquoi l'affirmer alors? Pourquoi ne pas attendre qu'il soit adulte? Et là, ils ont plus de réponse. Ils n'ont plus de réponse à donner. C'est le blanc. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a plusieurs livres qui sont sortis, des recherches qui sont faites. Il y a La fabrique de l'enfant transgenre de Caroline Eliachev et Céline Masson qui sont pédopsychiatres et psychiatres. Donc, c'est un livre en français. Les autres livres sont pas mal en anglais. Il n'y a pas tellement de livres en français. Il y a Irreversible Damage qui est de Abigail Shrier. Il y a toute la recherche sur la contagion sociale qui a été faite par le docteur Lisa Littman qui s'est rendu compte que les jeunes filles en particulier, il y avait, si on voit les graphiques, il y a une augmentation exponentielle du nombre de jeunes filles qui se disent trans. Donc, il y a très manifestement une contagion sociale. Et ce qu'elle a appelé ROGD, Rapid Onset Gender Dysphoria, en français, de la dysphorie de genre à apparition rapide. Eliachev et Masson et des médecins et psychiatres et psychologues français ont également postulé la possibilité d'un nouveau diagnostic qui serait l'APS, l'angoisse de sexuation pubertaire chez les jeunes. Donc ça, c'est vraiment un domaine médical en pleine ébullition en ce moment. Ne croyez personne qui va dire que la science est décidée puis qu'il y a un consensus mondial sur le sujet, c'est absolument faux.
Donc là, on a fait le médical. Maintenant, le légal. Alors, pour la stratégie légale, c'est bien simple. On a un rapport qui s'appelle le rapport Denton. Denton, c'est la plus grosse firme légale au monde, un rapport qui a été fait pour le compte d'un réseau associatif LGBTQIA, etc. Donc, les objectifs, c'était, vous voyez, ça c'est je vous ai mis la page, la couverture du rapport et avec une Trans Rights are Human Rights, qui est leur slogan. Donc, les objectifs en anglais, Children and teenagers need to be allowed to define themselves however it suits them, both in social and legal terms. Donc, les enfants, les ados, il faut qu'ils puissent se définir exactement comme ils le veulent, même en termes légaux. Et c'est un droit humain. Donc, selon Denton, toutes les limites d'âge doivent être combattues. Ils font une analyse de ce qui se passe dans le monde et, par exemple, ils vont dire la Norvège et Malte sont extraordinaires, sont de bons élèves parce qu'il n'y a aucune limite d'âge pour changer son genre, mais en fait, ils veulent dire sexe. Donc, en Norvège, un bébé de 4 ans, on peut lui changer son sexe. Maintenant, d'ailleurs, depuis le rapport Denton, l'Allemagne est allée encore mieux. On peut changer le certificat de naissance à la naissance. Pourquoi pas? Alors, les conseils de Denton, il y en a plusieurs, mais je vous en ai mis quelques-uns. Donc, viser les jeunes élus parce qu'ils sont plus à même d'accepter et de porter cette lutte-là. Il faut absolument évacuer le côté médical, hein, demedicalize the campaign. Ce n'est pas... On ne parle pas de dysphorie, on ne parle pas de détresse, on ne parle pas de problème médical. C'est strictement un droit humain. Donc, ne parler que des droits de l'enfant trans. Il faut associer, si on peut, des projets de loi à ce sujet à des dispositions qui bénéficient d'une approbation sociale. C'est exactement ce qui a été fait au Québec en 2016 par le gouvernement Couillard. Pour accepter le fait que des enfants de 14 ans puissent changer leur sexe et leur nom au Québec. Il faut éviter d'être dans les médias, c'est assez drôle, travailler dans l'ombre, et il ne faut pas faire de compromis. Donc ça, ce sont les conseils de Denton qui sont suivis à la lettre dans les différents pays de l'Occident. Alors les conséquences, eh bien, ça a très, très bien marché. Très bien marché. Les stratégies médicales, l'expérience hollandaise, qui est un mensonge et une fumisterie, les stratégies légales, elles ont porté fruit dans le monde occidental. Donc, sur la base d'une seule étude, à la méthodologie plus que douteuse, non répliquée, et un lobbyisme légal, on en a conclu qu'un enfant pouvait naître dans un mauvais corps, donc être une fille dans un corps de garçon, et on va arriver à la modification du corps, évidemment. Donc, l'enfant trans existe par simple auto-identification, sans limite d'âge, sans examen du contexte de sa demande. Est-ce que c'est une jeune fille de 12 ans qui décède son corps parce qu'elle a été harcelée sexuellement? On va pas le regarder. Est-ce que c'est un jeune garçon gay qui a peur d'être gay parce qu'il y a de l'homophobie? On ne va pas regarder ça. Et puis, donc, évidemment, il faut enseigner la théorie de la théorie de l'identité de genre à l'école. Et il faut l'imposer comme guide de pensée pour tout le système, accommoder les enfants trans à l'école, etc. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Maintenant, on va voir la réalité dans le système scolaire québécois. Dans le cours CCQ, la section sur la sexualité, et dans les compétences transversales, qui sont souvent dans la classe de français, malheureusement, nous constatons que ce cours va refléter les théories queer et de l'identité de genre. D'abord, on part à la base, les définitions sont problématiques. Je ne sais plus si François vous a déjà fait une conférence sur la notion de sexe, mais au départ, la définition était une catégorie sociale qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques. J'ai barré le social, mais pour vous indiquer que c'était là dans le cours quand on l'a analysé. Et puis, il y a eu une telle levée une telle levée de critiques que le gouvernement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le mot social, mais c'est maintenant une catégorie de quoi on ne sait pas, parce qu'on a simplement... C'est une définition qui ne tient plus. Et puis, on a gardé les caractéristiques physiologiques. Bon, évidemment, le sexe est une donnée
exclusivement biologique et non pas social, ça n'a rien de social. Et en fait, c'est le sexe qui détermine les caractéristiques physiologiques. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que j'ai des seins que je suis une femme, mais c'est parce que je suis une femme que j'ai développé des seins. Donc, le développement femelle, quelques heures après la conception et pas du tout à la naissance, va lancer le corps sur une trajectoire différente que le développement mâle tout au long de la vie. Vous savez, si vous avez regardé les capsules de notre ami François Chapelot, vous savez que le sexe mâle, c'est la production de petites gamètes, le sexe femelle, c'est la production de gros gamètes, que ce soit actualisé ou pas, hein, mais c'est le plan de développement vers la production. Et en fait, ce qu'on appelle intersexe, les différences de développement sexuel, ça n'a rien à voir avec l'identité. Bon, je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet à part. Donc, malheureusement, la définition de départ au Québec, elle est totalement erronée. Ensuite, il y a la définition de l'identité, pas l'identité de genre. Ils en ont rajouté une couche, l'identité sexuelle et de genre. Ce serait, selon le mec, la conscience ou la conviction d'appartenir ou non à l'une ou l'autre des catégories de sexe et de genre. Donc là, écoutez, c'est tellement absurde. Toutes les parties de cette définition sont absurdes. Il y a une identité de sexe, voyons donc. On a une conscience ou une conviction d'être d'un sexe, de l'autre, d'un genre ou de l'autre. On n'est même plus, vous remarquerez qu'on n'est même plus dans la définition du ressenti intime. On est clairement maintenant dans la croyance, puisqu'il parle de conscience ou de conviction. Fait que là, on ne sait plus. Là. On a posé des questions à Bernard Drinville. Il n'a jamais répondu à nos questions là-dessus. On est totalement interloqué par cette définition. Je pense que la confusion est un des buts de la théorie de l'identité de genre pour qu'on ne sache plus de quoi on parle. Donc, ça, c'est un gros problème. On a d'autres définitions qui sont tout aussi confuses parce que si le sexe est confus, la définition de sexisme va être confuse. Hein. C'est l'attitude ou le comportement discriminatoire fondé sur le sexe et ou le genre. Donc, vous avez le cas possible d'une jeune fille qui défendrait les droits des filles, qui protesterait, par exemple, contre l'inclusion de garçons dans les toilettes des filles, eh bien, elle aurait un comportement sexiste. Alors, ça n'a aucun sens. L'orientation sexuelle est tout aussi absurde. Alors, je vous signale, il n'y a pas de définition de l'homosexualité, le lesbianisme et la bisexualité. Il n'y a qu'une définition qui est générale sur l'orientation sexuelle. Alors, donc, ça rend les choses confuses, hein, parce qu'évidemment, si on avait mis homosexualité égale attirance envers le même sexe, ça aurait été simple. Bisexualité, attirance envers les deux sexes. Hétérosexualité, attirance, désir, affection envers le sexe opposé, c'était simple. Mais là, c'est l'attirance affective et ou sexuelle envers des personnes de sexe ou de genre différents, de même sexe ou genre, de plus d'une catégorie de sexe ou de genre, ou encore indépendamment de la catégorie de sexe ou de genre, et qui peut se manifester par des sentiments, d'accord, des désirs, d'accord, des comportements, ok, et ou une auto-identification. Comment est-ce qu'une attirance, je comprends qu'une attirance, ça peut être un sentiment, un désir, mais une attirance qui se manifeste par une auto-identification, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est incompréhensible. Et évidemment, à la base, nier l'attirance envers le même sexe, c'est nier le principe même de l'homosexualité. Hein, quand on dit que le lesbianisme, c'est l'attirance envers le même genre, ben on permet à des hommes de dire moi, je suis une lesbienne à pénis, je veux rentrer dans les espaces, dans les bars de lesbiennes, dans les associations de lesbiennes, dans les applications de lesbiennes, je veux que les lesbiennes couchent avec moi parce que je suis une lesbienne à pénis. C'est carrément de l'homophobie. D'autre part, on parlait de théorie de l'identité, mais on parlait aussi des théories queer de Gail Rubin, etc. Alors, les grands absents du cours CCQ, c'est de la dénonciation des effets néfastes de la pornographie. On n'en parle pas, puisque évidemment, dans les théories queer, la pornographie, c'est quelque chose de positif. Hein?
On ne dénonce pas la prostitution, le sugar daddy. Encore une fois, théorie queer, c'est plutôt positif. Pour la problématique du sexting, c'est assez drôle parce que dans le cours CCQ, c'est marqué, on doit discuter de ça en classe, le sexting. Il y a eu une grosse opération des polices, différentes polices du Québec, surtout après la COVID. On s'est rendu compte que le sexting a beaucoup, beaucoup augmenté. Ça cause des problèmes incroyables. Et donc, la police passe d'ailleurs dans les écoles pour dire le sexting, faut pas, c'est interdit, c'est illégal. Mais dans le cours CCQ, on dit que les enseignants devraient en parler comme une pratique à limiter, puis faire attention, etc. Sans aucune mention du fait que le sexting est totalement illégal pour les mineurs. On ne peut pas prendre une photo de ses organes génitaux en tant que mineur, c'est de la production de pornographie pour mineurs. On ne peut pas envoyer une photo de mineur à mineur, même si c'est ta petite copine, ton petit copain, parce que c'est de la diffusion de pornographie de mineurs. C'est ça qui devrait être dit dans les écoles, mais ce n'est pas dans le cours CCQ. Encore une fois, on a alerté M. Drainville de ce fait, aucune réponse. Et l'autre affaire qui est problématique, c'est qu'on n'aborde pas trop le fait qu'un enfant, on parle beaucoup du consentement dans le cours sur la sexualité, il faut consentir, mais en réalité, un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle. Et ça, c'est très problématique. Évidemment, alors, c'est tout à fait logique, ces absences dans la vision d'une sexualité libérée et dissidente pour les enfants. Après les cours, après les enseignements, il y a aussi des outils connexes. Donc, je vous ai mis la référence, vous pouvez aller regarder. Il y a la boîte à outils sans stéréotypes où on trouve la licorne du genre. Alors, les enfants québécois apprennent la biologie humaine, non pas à partir de corps humains avec des mots anatomiquement, en tout cas, des mots corrects. Vagin, pénis, anus, etc. Non, ils apprennent ça avec un toutou imaginaire qui aurait une identité de genre, etc., etc. Il y a également un programme qui s'appelle Bonjour Sam, qui a été produit, figurez-vous, par le ministère de la Justice. Je ne sais pas très bien pourquoi, et qui est accessible aux enseignants. Alors, je n'irai pas dans les détails parce que ça me prendrait une autre heure. Maintenant, juste pour vous dire que dans le programme Bonjour Sam, il y a des instructions qui sont données aux professeurs et on propose carrément aux profs de mentir aux parents sur la possibilité de dysphorie de genre de leurs enfants, parce qu'on va dire, écoutez, c'est important la confidentialité. Si un enfant se découvre trans, non-binaire, d'un genre différent en classe, et il faut que vous l'affermiez, cet enfant-là en classe, mais on propose carrément de ne pas le dire aux parents. On va demander, c'est très particulier. Pour nous, un enfant ne peut consentir à un certain nombre de choses, mais pour eux, l'enfant doit donner son consentement libre et éclairé à informer, parce que l'enseignant informe ses parents. Et encore plus fort, donc si il y a carrément un coming out d'un élève, et dans le programme Bonjour Sam, encore une fois, c'est marqué après la classe, vous devez référer cet enfant-là à des organisations militantes, le JAG, le GRI, Transestrie, Transmauricie, etc., etc. Il n'est fait aucune mention d'en parler aux parents, alors que on pense que les enfants qui souffrent de détresse, de dysphorie de genre, sont beaucoup plus à risque, effectivement, d'avoir des comorbidités, d'être angoissés, d'être en dépression, d'avoir subi du harcèlement, etc. Donc, il y a des choses sous-jacentes médicales, mais non, les parents sont gardés non informés de ce fait. Là, je vais vous parler d'un cas particulier, celui de Télé-Québec. Donc, une télévision publique, et Télé-Québec fait énormément de capsules éducatives pour les enfants. On n'est plus dans l'école, mais on est vraiment relié, on est à l'école. Et vous allez trouver dans ces capsules-là tout le vocabulaire des théories queer, et il y a une confusion absolument majeure et constante entre sexe et genre. Alors, je vous ai mis un exemple, j'ai carrément réécrit le dialogue, enfin, retranscrit le dialogue. Donc, rapidement, parfois, la personne est du même genre que nous.
ça s'appelle l'hétérosexualité. OK, c'est pas le même genre, c'est le même sexe, mais bon. Parfois, elle est du même sexe que nous. Ça s'appelle l'homosexualité. Ah, là, ils ont mis sexe. OK, on continue. Une personne bisexuelle est attirée par une personne du même sexe et du même genre qu'elle, et aussi par des personnes du sexe et du genre opposé. Une personne pansexuelle ressent une attirance pour différents types de personnes sans égard à leur sexe ou à leur genre. Fait que tout ça, c'est dans la même petite capsule de 3 minutes qui est disponible pour les enfants en 5e année, 6e année, secondaire 1, secondaire 2. On parle également beaucoup du sexe assigné à la naissance. On dit seule la personne va connaître son genre, on ne doit pas douter de la personne. Ça lui peut pas lui causer de la souffrance, la pauvre personne, si on doute de ce qu'elle dit. Donc, Télé-Québec participe activement à diffuser les théories queer dans l'espace scolaire québécois. Et ce qui me questionne particulièrement, c'est de savoir que les capsules dont je vous parle, vous ne pourrez pas aller les voir, sauf si vous êtes élève. Je ne pense pas qu'il y ait des élèves au sceptique ce soir, ou si vous êtes enseignant et vous avez un code et un mot de passe. Moi, en tant que parent, je n'y ai pas accès. Aucun parent du Québec ne peut voir ces capsules. Et alors, je vous pose la question, pourquoi le secret? C'est vraiment, vraiment particulier. On passe au milieu scolaire. On n'a pas fini. On a fait l'enseignement, la boîte à idées, Télé-Québec. Maintenant, le milieu scolaire, il y a des drapeaux un peu partout. Il y a des journées de la fierté. Il y a des clubs LGBTQ, des clubs de diversité sexuelle. Il y a certains profs, forcément, qui sont plus militants que d'autres. Et dans les toilettes, oui, il y a des toilettes mixtes. Malgré ce que Bernard Drainville nous avait dit, nous avons vu qu'il y avait des écoles qui posent des affiches sur les blocs des toilettes pour les rendre mixtes, mais ils font aucun travaux. Alors, il y a des urinoirs à côté mais c'est mixte. Il y a des écoles qui font des travaux pour rendre des toilettes mixtes en cachette. Il y a un parent qui me dit, j'ai pas le droit, même j'étais sur le CA de l'école et j'ai pas le droit d'aller vérifier dans une toilette. Et comment ça se passait. Et même mon enfant a été harcelé, ma petite fille a été harcelée par un garçon dans une toilette, mais j'ai pas eu le droit de rien dire. Donc, il y avait vraiment un militantisme local dans cette école-là. Et quand on pose des questions, c'est un peu kafkaïen parce qu'on fait face à une bureaucratie qui est incapable de répondre aux questions. La question est simple. Avez-vous appliqué la directive du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui dit qu'il n'y a pas de toilettes mixtes? Hein? Eh bien là, l'école renvoie à la commission scolaire, renvoie à l'école, renvoie à un avocat, renvoie au ministère. On n'a pas de réponse. On a des outils qui, de manière assez perturbante, vendent un rêve aux enfants. Et là, je vous parlais donc d'un seul. Il y en a plein des livres dont je pourrais vous parler, mais celui-ci s'appelle Sexe, drôle de mots. J'en avais parlé auparavant. Donc, c'est un livre pour les 8 à 12 ans et c'est vraiment particulièrement perturbant, je trouve, parce qu'on a des dessins un dessin d'un garçon qui est en surpoids et qui rêve d'être une ballerine gracieuse et une jeune fille qui a un handicap physique et qui rêve d'être un joueur de football. Alors, c'est dérangeant pour moi de prendre cette image-là, de dire on prend un enfant qui peut-être ne s'aime pas tel qu'il est et on le fait rêver à quelque chose d'autre qui serait comme ça accessible sans aucun problème. Ça, c'est très dérangeant. La deuxième chose, c'est que c'est une validation de tous les stéréotypes sexuels parce que quand on écrit dans le livre, peut-être qu'on t'appelle garçon, mais tu sais que tu es une fille et surtout, tu sais comment on traite les filles et ce qu'elles font. Ben, si vous me posez la question, moi, je ne sais pas comment on traite les filles. Enfin, je ne sais pas ce qu'elles font. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est totalement sexiste de partir du principe que les filles doivent être traitées d'une telle manière et elles doivent faire telles affaires. Là. Ça n'a aucun sens. C'est le retour du sexisme. On parlait de l'homophobie tantôt, mais c'est aussi le retour du sexisme. Nous avons, je pense que c'est le dernier, les interventions des tiers. Alors, les tiers, on a les intervenants scolaires, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues, les scolaires, les administrateurs. Dans le film Génération Trans, Jean-Pierre Roy a
il y a eu un témoignage, parce que j'ai eu la chance de voir le film, le témoignage d'une maman qui dit, ben, on a organisé, je pense que c'est l'infirmière, le travail social, elles ont organisé un rendez-vous pour que ma fille aille rencontrer un médecin dans la ville à côté, sans que je sache, pour obtenir des bloqueurs de puberté. Alors, il y a vraiment une espèce de militantisme d'intervenants scolaires. Et puis, on a déjà souligné, il y a une problématique des formulaires scolaires qui n'indiquent plus le sexe. Par exemple, les formulaires de santé scolaire, c'est plus le sexe masculin-féminin, c'est le genre, et ça va marquer M, F ou non-binaire. Il y a aussi les infirmières du CLSC de la commission scolaire. Je vous ai mis une illustration qui est particulièrement perturbante parce qu'on y parle de sadomasochisme, de pratiques sexuelles sadomasochistes. Vous voyez la belle image. C'est un réel document qui a été distribué en secondaire 3 par l'infirmière du 6 dans une école et j'ai parlé à la maman qui m'a envoyé toutes les photos, qui m'a dit voilà son fils de 13 ans, il a reçu ça, etc., etc. Bon, il faut dire que la direction s'est excusée en disant que c'était une erreur, mais c'est tout de même extraordinaire qu'on ait diffusé un document c'était bien marqué que c'était pour adultes seulement, il parlait d'autre chose que le BDSM, il parlait du fisting, il parlait de toutes sortes de pratiques sexuelles, de prendre de la drogue et d'avoir des relations sexuelles, parce qu'en fait, c'était un document qui était destiné à des adultes et c'était destiné à faire une prévention du sida. Donc, ça n'avait strictement rien à voir en milieu scolaire. Et finalement, vous avez les associations, tout un milieu associatif, le GRI, le JAG, les Foufounes, Transestrie, Transmauricie, etc. On a eu le cas, les Foufounes, ils ont organisé une activité je pense que c'était au primaire, c'était un petit garçon de 9 ans qui est rentré à la maison en disant Papa, on a fait une activité, on a crié mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. C'était pas pour avoir le droit d'avorter. C'était pour avoir le droit de choisir, ça illustrait le droit de choisir son sexe. Donc, voilà, c'est mon choix, je peux choisir mon sexe. Le papa a dû expliquer à son petit garçon que non, il ne pouvait pas choisir son sexe. Et je vous ai mis un exemple, le JAG, qui est autour de Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières. Ils font beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Ils vont également proposer de vendre des binders pour les filles, des espèces de nouveaux corsets pour comprimer leur sein, qui peut leur occasionner des problèmes de santé, et des sous-vêtements pour les petits garçons. Ça s'appelle, c'est très joli, ça s'appelle les cerises cachées. Hidden cherries pour les garçons, donc pour qu'ils portent des choses pour faire remonter leurs testicules en arrière pour avoir l'air de filles, voyez, pour pas qu'on les voit là. Alors, là, je vais laisser parler Pascale Bourgeois qui dit les choses beaucoup mieux que moi. Donc, elle va dire dans la revue Argument, je vous ai mis la référence, vous pourrez lire le texte. Au Québec et ailleurs au Canada, l'approche affirmative constitue l'orientation officielle adoptée par les différents ministères de l'Éducation pour l'ensemble des milieux d'enseignement, du préscolaire à l'université. Et elle va dire que des organisations formées par des activistes trans offrent présentement des formations qui visent à sensibiliser à la diversité sexuelle et de genre, mais loin d'en appeler simplement à la tolérance et au respect des minorités sexuelles et de genre. Ces formations s'inscrivent dans une véritable campagne de rééducation qui vise ni plus ni moins la conversion à cette nouvelle orthodoxie. Donc, elle va parler des écoles primaires et secondaires. Quant à elle, et on est d'accord avec elle, les idéologies n'ont tout simplement pas la place dans ces écoles-là. L'éducation ne doit pas servir d'instrument de propagande idéologique et l'école doit demeurer un lieu d'instruction et de socialisation où les jeunes peuvent apprendre à penser librement en s'appuyant sur une large culture et des savoirs fondés objectivement. Maintenant, pensez que je n'ai pas tout à fait terminé. Mon dernier sujet, c'est la transition sexuelle sociale. Donc, il y a 2 guides du ministère de l'Éducation du Québec qui ont été publiés, un en 2017 qui fait 90 pages, tout de même qui est très, très complet, et un guide de 2022 qui fait 16 pages, en fait, qui est un résumé qui est basé sur le guide de 2017. Le guide de 2017
a été écrit parce que la loi a été changée en 2016 sur le droit d'un jeune de 14 ans à demander à la direction de l'état civil un changement de sexe et un changement de nom sans nécessairement en parler à ses parents. Avant 14 ans, ce sont les parents qui peuvent faire la demande. Donc, ces guides correspondent tout à fait aux recommandations du rapport Denton. Il ne mentionne jamais, jamais, jamais l'aspect médical de la dysphorie, des troubles du développement de l'adolescence, etc. Il ne parle que des droits de l'enfant trans. En fait, il parle par exemple, il cite la charte pour parler des droits humains de l'enfant trans. Il ne présente aucune nuance, il n'y a pas de limite d'âge pour l'affirmation. Et la directive qu'il donne, c'est que les écoles, les établissements scolaires doivent modifier le sexe et le nom de l'enfant sans attendre de décision de l'état civil. Donc, si l'enfant a 13 ans et moins, c'est sur demande des parents, et 14 ans et plus, c'est sur demande des enfants, sans nécessairement informer les parents, parce qu'ils doivent, dans les guides, il est marqué qu'ils doivent demander à l'enfant s'ils veulent en parler aux parents. Donc, ça, ce sont les guides du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, les messages, évidemment, vous comprenez bien que les messages aux enfants du ministère de l'Éducation, c'est de dire à l'enfant, tes parents, ils ne sont pas bienveillants. Nous le sommes. Les connaissances et les valeurs de tes parents ne sont pas les bonnes. Et en plus, il est tout à fait normal de mentir à tes parents ou d'agir dans leur dos à partir du moment où tu as 14 ans. Aux parents, on va leur dire, vous ne connaissez pas vos enfants comme nous. Vous ne voulez pas le bien de vos enfants comme nous. Vous êtes dépassés par le progrès. Et si vous vous opposez à nos décisions, vous êtes de mauvais parents. C'est littéralement ça. Alors, évidemment, l'adolescence est une période de conflit, est une période de résistance autant que de développement. Et l'école, quant à nous, devrait rester neutre ou alliée des parents pour le bien des enfants. C'est ça qu'on aimerait voir. Alors, on a 3 questionnements, Rési. Donc, on a l'École québécoise qui fait des transitions sexuelles sociales sur demande de la famille, de l'enfant, sans avis médical, sans autorisation du directeur de l'état civil, etc. Bon. Or, au Québec, ce sont les médecins qui ont la responsabilité de poser des diagnostics, tout de même, pas les écoles. C'est la direction de l'état civil qui a la responsabilité de traiter les demandes de modification de nom et de sexe. Et ce sont les parents qui assument toutes les responsabilités, évidemment, pour leurs enfants mineurs. La question que nous posons à l'école, sur quel droit vous appuyez-vous pour prendre ces décisions? Est-ce que, moi je me dis, les écoles outrepassent les décisions, elles prennent des décisions médicales, ils prennent des décisions légales et ils prennent des décisions à la place des parents. Et pour référence, je vous ai mis l'article 17 qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a une majorité légale et qu'il y a une majorité médicale à 14 ans. L'article 17 va dire, du Code civil va dire, le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé. Non requis par l'état de santé. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. Donc, il n'y a pas, c'est présenté comme une majorité médicale, mais ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Il n'y a pas de majorité médicale à 14 ans, il faut arrêter ça. L'avortement est permis parce que l'avortement ne change pas l'état de santé de la jeune fille. Mais on peut pas, un jeune de 14 ans ne peut pas consentir à suivre une hormonothérapie qui va lui causer des effets graves et permanents. C'est pas possible. Il y a une interprétation qui ne va pas là. Pascal Bourgeois, encore, extrêmement éloquente, qui dit « Il est troublant de constater que l'élaboration des guides dont je parle, pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle, se fait avec la collaboration d'organismes ouvertement militants. Donc, en s'appuyant sur les modifications apportées à la Charte des droits et libertés de la personne et sous prétexte d'orienter les établissements d'enseignement vers des mesures qui visent à assurer le bien-être, la sécurité et le respect des personnes trans, ces guides deviennent le véhicule de promotion d'une idéologie qu'il est désormais interdit de contester. Et maintenant, je vais vous présenter la cerise sur le sundae. Vous ne saviez sans doute pas que
récemment, il y a quelques semaines, en Cour supérieure, le procureur général du Québec a déposé un mémoire portant sur ces guides en répondant aux deux questions suivantes. J'ai oublié de donner le mémoire à Michel, mais je vais vous l'envoyer, vous allez pouvoir le lire par vous-même. 1. Les guides sont-ils contraignants? Et 2. Si une école adopte une politique basée sur ces guides, cette politique est-elle contraignante? Le procureur général du Québec répond non et non. Et explique dans son mémoire, ces guides ne sont que des suggestions. Il n'est que suggéré de faire des transitions sexuelles sociales sur demande. Il n'est que suggéré de mentir aux parents. Bon, moi, je pense que même les suggestions sont problématiques. Mais au-delà de ça, ces guides sont présentés comme s'ils étaient contraignants. Et je peux vous assurer que les équipes écoles les appliquent comme s'ils étaient contraignants. Et cette information-là, qui provient directement du gouvernement du Québec, du procureur général du Québec, n'a absolument pas été diffusée dans le réseau de l'éducation, de les commissions scolaires, dans les écoles, etc. C'est totalement absurde. Alors, je vous ai mis, on revient donc en conséquence de tout ça. Pour la liberté de pensée et d'expression, évidemment, nous avons des témoignages d'enfants qui nous disent qu'ils connaissent leurs opinions politiques de leurs profs, qu'ils ont peur pour leur cote R au cégep, donc ils ne donnent pas leur opinion en classe. Ils nous disent ben, on ne peut plus dire fille ou femme, puis il y a des profs qui disent des personnes qui menstruent, des personnes avec un utérus. Bon, j'espère qu'avec le dernier scandale, là, le Parti libéral et tout, là, ils vont arrêter d'utiliser ce genre d'expression-là, parce que tout de même, ça, ce sont des témoignages qui datent, je vous dirais, d'il y a peut-être 2-3 ans. Donc, peut-être les choses ont un peu changé. Les élèves nous disent qu'il y a des affiches partout, en classe de français, il y a le drapeau LGBT, etc. Bon, on voit bien que c'est une cause vraiment importante. Il y a des profs qui nous disent, ben moi, je parle pas. Je parle pas parce que en salle des profs, là, je vais me faire achaler. Et carrément des profs qui disent qu'ils ont subi des critiques et du bullying, parfois de la part de certains de leurs collègues. Vous pouvez aller lire tous ces témoignages sur le site du RISI. Et du côté des parents, on a deux exemples. On a un parent qui a eu d'interdiction de communiquer avec l'infirmière de l'école, avec un courriel du directeur de l'école. Bon, voilà, c'était non, n'achalez pas l'infirmière pour lui dire qu'il y a deux sexes et c'est quoi le non-binaire, là, laissez-la tranquille. Et un autre parent qui a eu une interdiction de communiquer avec les enseignants sur l'enseignement de la théorie du genre, carrément par une lettre d'avocat qui a dit par la présente, vous êtes mis en demeure de ne plus poser de questions à l'enseignante de votre enfant. C'est extraordinaire, ça. Bon, eh bien, donc là, on en parle. Je disais, est-ce une religion? OK. Pourquoi on parle de religion? Parce que, d'abord, il y a un dogme. Un dogme, c'est une croyance qui ne peut être prouvée, mais qui est présentée comme une vérité au lieu d'être discutée comme une théorie ou une croyance. Donc là, je vous ai expliqué la croyance en l'enfant trans, en la personne trans, etc. C'est le nouveau type d'humain. Donc il y a il y a aussi une sacralisation d'une personne ou deux personnes au pluriel, évidemment les personnes queer et trans. Le bien et le mal sont clairement définis dans ce phénomène-là. On a des accommodements qui sont réclamés et qui sont décrits comme des droits humains. Et être pour les droits humains, c'est le bien, forcément. Être contre les droits humains, c'est le mal. Donc, c'est clair. Et par ailleurs, on nie totalement l'atteinte aux droits humains d'autres groupes, comme les femmes et les LGBT. Mais ça ne rentre pas dans le portrait. Ensuite, on a un nouveau vocabulaire qui est inventé, donc qui inclut des slogans ou certains disent des incantations, des prières. Les femmes trans sont des femmes, les queer rights, trans rights are human rights, les droits des trans sont des droits humains, etc. etc. Et ce jargon, il sert à identifier les initiés. Si vous parlez trans, vous êtes un initié. Ensuite, il y a le fait que la parole sacrée, elle est récompensée. Et la parole sacrilège, elle est punie. Donc, il y a une ostracisation, une punition des incroyants qui existent. Il y a aussi l'aspect de l'endoctrinement des jeunes qui se fait sur les réseaux sociaux et à l'école. Et la présence, il n'y a pas de prêtre, évidemment, il n'y a pas de pasteur, mais il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font pas mal la job.
Et finalement, Eliashef et Masson décrivent, par exemple, dans leur livre, une emprise de type sectaire sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Donc, l'individu, dans une secte, l'individu doit être reconstruit. L'individu répète des phrases apprises par cœur. Donc, les enfants nous disent, on a les mêmes phrases tout le temps. Il y a un refus de dialoguer quand on est dans une secte. Il y a une coupure avec le milieu familial et une reconstruction d'une vraie famille. Et on voit la démonisation des personnes extérieures au groupe. Et les personnes qui quittent le groupe ou qui quittent la secte, donc qui sont les détransitionneurs, sont considérées comme des traîtres ou des hérétiques. Donc, ce sont ces 7 éléments qui amènent les gens, en général, à dire qu'il y a un aspect religieux dans le mouvement. Mais il y a ah oui, puis je pense que je vais passer là-dessus parce que j'ai l'impossibilité de critiquer le dogme. Je vous avais déjà donné des exemples. Juste, vous pointez le 1, 2, 3, 4, le 5e picot. Il y a l'Ombudsman de Radio-Canada qui a rendu une décision après Transexpress et il y a eu un témoignage qui est publié dans sa décision et le témoignage, c'est à l'effet que critiquer le dogme de l'affirmation de genre, c'est un suicide, c'est décrit par les professionnels de la santé qu'a rencontré l'équipe de Radio-Canada comme un suicide professionnel. Donc, il y a un certain nombre de professionnels de la santé qui sont tout à fait d'accord qu'il faudrait que ce soit critiqué, mais on ne peut pas le faire au Québec. Je finis sur l'explication alternative à la religion, qui serait les croyances et idées surestimées ou surévaluées. Et finalement, malgré le côté religieux, je vous avouerai que je préfère cette explication. Donc, en 1892, le neuropsychiatre Carl Wernicke écrit sur son idée de overvalued idea, et puis c'est repris par Dr. Taryn Rahman sur overvalued belief. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de croyances qui évoluent petit à petit jusqu'à devenir une idée ancrée dans la réalité des croyants. Et ce n'est pas une seule personne. Il faut que ce soit une vision de groupe. Et d'ailleurs, c'est aussi la mécanique des conspirations. Je vais vous donner un exemple. Donc, l'idée, dans les années 90, on a dit, et je vous avoue que moi, j'avais lu ce truc-là, puis j'étais tombée dans le panneau, l'idée des mémoires réprimées ou refoulées. Hein? Donc, l'idée qu'une personne pouvait endurer des années et des années d'abus sexuels horribles étant mineure, mais n'en avait aucun souvenir, jusqu'à ce que cette personne se retrouve sous la responsabilité d'un expert en thérapie de récupération de la mémoire. Et en fait, les mémoires ont été fabriquées. Alors, en réalité, et maintenant la psychiatrie mondiale a avoué que oui, c'était abusif, c'était une erreur, etc., etc. Donc, on le sait maintenant, c'est admis. Mais à l'époque, un groupe de psychiatres s'était retrouvé complètement consumé par cette croyance surévaluée et leurs actions ont entraîné des centaines de milliers de fausses accusations d'abus sexuels sur des enfants de la part surtout des pères, des parents, des membres de la famille. Ces allégations, ça a été des bombes dans les familles parce qu'elles n'étaient pas vraies. Et ça a anéanti des relations, ça a brisé des réputations, ça a détruit des vies, ça a été totalement horrible. Donc, c'est vrai, c'est un exemple donc, de cette espèce de croyance surestimée qui a traversé la société dans les années 90. Mia Hughes, qui est la directrice de GenSpec Canada, elle explique que ces croyances, donc, elles ne sont pas bizarres, elles ne sont pas idiosyncrasiques comme une illusion, elles ne sont pas angoissantes comme une obsession. Elles sont, les personnes qui y tiennent, elles pensent que c'est très rationnel et ces croyances sont partagées par d'autres personnes dans la culture, dans la sous-culture. Hein. Et donc, comme les croyances sont partagées, la personne se sent totalement acceptée, enfin, elle pense que sa croyance est totalement véridique. Et au fil du temps, la croyance devient plus forte, plus résistante, et parfois assez puissante pour conduire à une action parce qu'on a vu des gens, dans certains cas, devenir violents au service de cette croyance.
Et donc, dans le cas de la contagion de l'identité de genre, la croyance surévaluée, c'est que être trans, c'est un nouveau type d'humain, c'est naturel, c'est sain, c'est un nouvel genre de personne. Donc, ce qu'on appelait il y a quelques années les troubles de l'identité sexuelle, ça a été transformé magiquement en une condition normale. Même si elle exige une médicalisation à vie, de nombreuses chirurgies, c'est quelque chose de totalement normal. Et cette croyance, donc, a été diffusée dans la société. Vous voyez, Collège des médecins, MEC, ministère de la Santé, etc. Je voulais tout de même parler quelques minutes de solutions, évidemment. Nos solutions sont assez simples. Nous voulons revenir à une école exempte de prosélytisme, à des enseignements basés sur la science. Nous voulons revenir à des valeurs québécoises qui sont la laïcité, la liberté de pensée, d'expression, l'égalité homme-femme. Nous aimerions défaire les stéréotypes sexuels forcément, accepter toutes les expressions, si vous voulez, de genre pour les garçons comme pour les filles, accepter les orientations sexuelles, présenter des familles diverses aux élèves, surtout ne pas revenir à des valeurs conservatrices, c'est pas le but. Et je vous ai mis là une affiche. Alors, moi, je faisais partie puisque avec ma blonde, nous avions adopté une petite fille, je faisais partie de la coalition des familles homoparentales il y a quelques années. Et il y avait un magnifique poster qui disait, il existe toutes sortes de familles où on s'aime et où on se sent bien. Et vous avez des familles avec un parent tout seul, des familles recomposées, des familles de différentes couleurs, des familles de deux femmes ou deux hommes, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, ce genre de message-là, je pense qu'il faudrait revenir à ça. On pourrait avoir d'autres propositions concrètes. Hein. L'éducation à la sexualité, forcément, vous comprendrez qu'il faut revoir tout le curriculum du cours CCQ. Il faut revoir les définitions du cours CCQ. Il faut faire une distinction claire entre le sexe et les stéréotypes de genre. Je ne veux pas utiliser le sexe et le genre parce que le genre tout seul, c'est pas clair. Il faut faire réfléchir les jeunes, par exemple, à l'école. Est-ce qu'il y a une manière spécifique d'être un homme ou d'être une femme? Il faut confronter les idées reçues des jeunes là-dessus. Et on peut présenter la théorie de l'identité de genre comme une théorie sociale qui a ses adeptes, qui a ses critiques pour discussion, pas au primaire, évidemment, je dirais au secondaire ou au cégep. Il faut évidemment encourager les enfants à explorer leurs identités et leur personnalité, leurs désirs, leurs attractions, sans stigmatisation. Et on ne peut pas célébrer la dissociation entre l'esprit et le corps. Autrement dit, il faut garder ce qui est bon dans l'acceptation de la diversité sexuelle et rejeter les dérives idéologiques. Alors, je pense que ma dernière diapo s'en vient, parce que quand je vous dis faire réfléchir les jeunes, y a-t-il une manière d'être un homme ou une femme? Ah non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Politique scolaire d'abord. Lutter contre l'homophobie, lutter contre le harcèlement des enfants jugés différents, ils peuvent être non conformes au genre. Pas de transition sexuelle sociale à l'école, ça ne devrait jamais être fait. Quant à nous, c'est un acte médical qui fixe la dysphorie de l'enfant. L'enfant a droit à la protection que forme la cellule familiale, donc il a droit, ses parents devraient être informés en tout temps. Les toilettes et les vestiaires doivent demeurer non mixtes pour la sécurité, la dignité et l'intimité des filles, mais aussi des garçons, je dirais. Les formulaires scolaires devraient refléter la réalité biologique de l'enfant. Et puis, bon, si un enfant, évidemment, a une différence de développement sexuel, mais là, c'est un cas totalement à part. Il faut avoir des ententes avec les familles sur comment on gère ce cas-là particulier. Et voilà ma dernière diapo. Comment être un homme? Eh bien, exactement comme on veut. Alors, je remercie Brad Pitt, Maxence Garneau, qui est un magnifique jeune homme québécois qui assume tout à fait son côté flamboyant. Duchess Lois, qui est une femme trans autochtone de l'Alberta. Lionel Messi. Namjoon de BTS. Je vous avoue, j'ai dû demander à ma fille qui il était. Un jeune homme coréen qui se maquille comme tous les stars coréennes. Popa. Hein? Papa est un type d'homme, Claude Meunier, et Omar Sy. Donc, voilà, vous pouvez être le type d'homme que vous voulez. Évidemment, on vise la diversité de présentation. Là, je ne juge pas le caractère de ces hommes hein, ou ce qu'ils ont fait, etc., etc.
Mais je pense qu'il est important pour les classes de dire dans le système scolaire québécois, être un homme, ça peut être une variante d'expression, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ce que tu veux, mon homme. Voilà. Je vois que quelqu'un a mis dans le clavardage intéressant pourquoi le secret. Oui, Télé-Québec, je trouve qu'il faudrait vraiment en parler à Télé-Québec. Je ne comprends pas pourquoi on cache ce genre de choses-là. Et si vous aviez du temps et un code pour avoir accès à toutes ces capsules, je vous assure que les poils vous hérisseraient quand vous voyez le genre de couleurs. Enfin, ce sont des capsules qui sont faites pour des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans. Hein. C'est extraordinaire. Alors, c'est François. J'ai une question puis un commentaire. J'ai beaucoup aimé la présentation. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'était très intéressant. Pour la question du cours CCQ, la définition d'identité sexuelle et de genre, tu as dit que tu ne savais pas d'où ça venait en tant que tel, mais je peux te dire que ça vient du livre de Michel Doré. OK. Qui est La révolution des identités de genre, qui a été publié en 2024, qui est enfin expliqué. Et essentiellement, à l'intérieur de ceci, l'identité sexuelle, c'est considéré comme étant, lui, il appelle ça le sexe d'appartenance. Un de ces 22 types de sexe qu'il fait pour s'assurer que tout le monde est bien confus à propos de la notion de sexe. Le sexe d'appartenance, c'est le sentiment que tu es un homme ou une femme ou autre chose. Alors, c'est la même chose que le genre, donc c'est le synonyme. Alors, qui ait accepté cette définition-là dans le cours CCQ, ça ne fait aucun sens, ça n'a aucune réalité. Mon commentaire, ma question est la suivante. On a entendu parler récemment, puis moi, ça m'inquiète, mais je voulais avoir ton avis là-dessus, de l'adoption d'une charte des droits des enfants au Québec, suite au rapport Laurent. Bien que personne ne paye contre la vertu, on veut protéger nos enfants, mais est-ce que tu as une opinion là-dessus? Moi, ça m'inquiète énormément parce que je pense que pour avoir vu certaines des recommandations, certaines des choses qu'on veut enchasser dans la charte, il y a le respect absolu de l'orientation de vie des enfants. Alors, moi, je le vois un peu comme une attaque à l'autorité des parents là-dedans. Et il y a un mouvement en ce moment qui pousse très fort pour que ça soit adopté le plus rapidement possible. Et je suis très inquiet. Est-ce que tu es un peu au courant de ce dossier-là? Oh, non, mais je ne suis pas du tout surprise. En fait, il y a un mouvement dans nos démocraties, pas juste au Québec, pour l'émancipation de l'enfant. Donc, c'est un mouvement qui veut baisser les limites d'âge, qui veut permettre à un enfant de prendre ses décisions dans toutes sortes de choses et c'est présenté comme quelque chose de très vertueux. Et effectivement, je trouve ça extrêmement inquiétant. Pour moi, c'est la preuve d'un abandon d'un certain nombre d'adultes de leurs responsabilités auprès des enfants. En fait, c'est une espèce de refus d'être l'adulte, de refus de dire à l'enfant, écoute, tu as 14 ans, tu as 16 ans, tu es un mineur, tu ne peux pas prendre toutes les décisions. Et c'est effectivement très dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est que nos politiciens ont l'impression de faire dans la vertu. Oui, écoute, j'ai pas regardé cette charte en particulier. Oui. Je pense que ça nous prend un changement de gouvernement rapidement et que le prochain, on leur parle, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout ça, c'est très inquiétant. Je suis d'accord avec toi. Oui, la deuxième, en fait, lié un petit peu avec ceci, quelqu'un m'a envoyé un livre qui s'appelle Protégeons nos enfants. Je ne sais pas si c'est écrit par Andrea Richard. Andrea Richard est la directrice de la recherche au GRI Montréal. Elle avait publié le livre. J'ai failli en discuter ailleurs. Puis finalement, j'ai dit que la meilleure chose pour ce livre-là, c'est qu'il disparaisse
sans qu'on en parle. Mais de fait, dans Protégeons nos enfants, elle indique là-dedans clairement que tout parent qui s'oppose à l'affirmation de genre de ses enfants fait de l'adultisme. Et l'adultisme étant donc le fait que les parents vont contre la volonté de leurs enfants, et c'est une façon un peu de culpabiliser les enfants par rapport à ce genre de choses. En tout cas, il y a un livre complet là-dessus. Le titre, c'est Protégeons nos enfants, queerness et adultisme. Et j'ai lu le livre en une journée, là, et j'étais estomaqué qu'on parle ici de la directrice du gris, qui envoie des gens dans nos écoles discuter de l'idéologie du genre. Alors, donc, c'est un problème. Mais c'est ça. Alors, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la personne qui a inventé le mot adultisme, c'est ahurissant. Totalement ahurissant. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Athéna, pour l'excellente présentation. J'ai appris beaucoup de choses, puis ça m'a fait réfléchir sur certaines autres. Je vais peut-être juste mentionner quelque chose qu'il faudrait mettre de l'avant, c'est le côté mercantile le système médical appuie ça, c'est un petit peu étonnant. Il y a peut-être des raisons mercantiles derrière ça. Les médecins qui travaillent, qui se spécialisent dans ces chirurgies-là, dans ces cliniques-là, de même que tout ce qui gravite autour des services sociaux, psychologues, dans les écoles, bien, il y a un côté quand même où il y a des intérêts. Ces gens-là ont des intérêts. C'est pas juste... puis l'industrie pharmaceutique, avec tous ces produits-là qui sont payés par nos taxes, c'est certain qu'il y a un côté mercantile qu'il faut souligner. Il y a aussi une chose vous avez parlé de un petit peu l'omerta qu'il y a où les professeurs ont peur de s'exprimer sur toutes ces choses-là. Mais il y a un code d'éthique qui a été imposé en 2025 par le ministère de l'Éducation qui impose aux professeurs de respecter respecter l'image de l'école. C'est vraiment comme ça remplace un petit peu les associations professionnelles, le Collège des médecins, si on veut, au niveau de tout le personnel enseignant qui est soumis à ce code-là, sous peine de sanctions qui ne sont pas décrites, là, mais c'est probablement la raison pourquoi les jeunes ne peuvent pas sortir cette information-là. Alors, je suis d'accord avec vous sur le côté mercantile pour la santé. Maintenant, quand une école décide de transitionner socialement, sexuellement, socialement un élève, il y a pas d'argent là-dedans, là. Dans les écoles, et on pourrait essayer de voir est-ce que ça vient des facultés d'éducation, est-ce que ça vient de jeunes profs qui sont militants, parce que tout le système est imprégné de cette idéologie. Je ne vois pas le système scolaire s'en sortir tout seul. Je pense que dans le système scolaire, il faut tout de même y aller sur la liberté de penser, la liberté d'expression. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ailleurs d'élèves qui sont en train de ruer dans les brancards parce qu'il y a des élèves qui disent on est tanné, là, donc on en entend parler un petit peu. Mais lorsque le côté médical aura été assez brassé et que les sociétés savantes vont dire arrêtons de transitionner les enfants, là, les écoles vont être obligées de réagir. Donc, ils vont attendre ça. Cependant, de notre côté, il faut tout de même agir au niveau comme François le fait régulièrement, au niveau de la définition du sexe, au niveau du sexisme, au niveau de l'homosexualité. C'est hallucinant de voir ce qui se passe et il faut, je ne sais pas. Bon, le problème, c'est que politiquement, on a un gouvernement un peu en sursis en ce moment, hein, donc on ne sait pas combien de temps il va rester, mais il faudrait effectivement peser sur les politiques et sur les enseignants, sur les syndicats,
Hein? Moi, je suis une syndicaliste. Je vous dis que les syndicats ne sont vraiment pas aidants là-dedans. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Athéna, j'ai juste un mot. Tout à l'heure, j'ai donné le nom, pas le bon nom de la personne qui a écrit le livre Protéger nos enfants. C'est Gabriel Richard qui l'a écrit. Gabriel Richard. Oui, d'accord. J'ai mis une image du Ouais. livre sur. Ben, écoute, François, à un moment donné, je pense qu'il va falloir écrire un livre, là. La seule manière de se faire inviter sur les plateaux, sur les radios au Québec, c'est d'écrire un livre. Et il va falloir qu'on se mette à plusieurs, puis qu'on écrive des chapitres sur tel sujet, puis qu'on réponde à tout ça, là. Probablement une bonne idée. Bon, on va se donner l'été pour y réfléchir. C'est ça. Ben, merci beaucoup encore. Ben, merci à vous d'avoir été là, c'est sympathique.